Environ 2/3 des nappes phréatiques françaises sont toujours sous les normales de saison. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, mercredi 14 juin. Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler climat puisque je reçois l'écrivain et ancien ingénieur chimiste Jean Parrain. Bonjour. Bonjour. Jean, vous avez longtemps travaillé comme cadre dirigeant dans un groupe chimique multinational. Aujourd'hui, vous avez un nouvel objectif, lutter contre le réchauffement climatique, et vous détaillez votre plan dans votre dernier livre intitulé Climat, une autre voie pour lutter contre le réchauffement de notre planète, édité chez Nombre 7. Il s'agit de votre deuxième livre sur le sujet de l'environnement. Alors pour commencer cette émission, comment vous est venue cette idée, ce besoin, je dirais même, d'écrire pour défendre notre planète ? Eh bien, le besoin, l'importance du sujet vaut bien le détour, comme on pourrait dire. Oui, j'ai consacré ma vie dans le milieu industriel. Je suis responsable, comme beaucoup, de pollution, de tas de choses pas très recommandables. À une certaine époque, on le faisait un peu sans conscience, en bonne conscience plutôt. Et maintenant, je me suis rendu compte, avec l'expérience, les voyages, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était important. Voilà. Effectivement, vous avez beaucoup voyagé il y a quelques années. D'ailleurs, votre prochain livre s'intitule Climat, une autre voie pour lutter contre le réchauffement de notre planète. C'est un titre très évocateur, puisque là où on a plutôt tendance à se concentrer sur la réduction des gaz à effet de serre, vous proposez une toute autre approche, très originale. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui. Alors, premièrement, je ne dis pas que je vais remplacer, que ce système-là remplacera la réduction des émissions. Il faut arrêter de toute façon, il faut baisser au maximum, il faut continuer les actions qui sont menées pour lutter contre les gaz à effet de serre. Je crains malheureusement que malgré toute la vigilance qu'on peut espérer, on n'atteigne pas les objectifs voulus. Donc ce système pourrait compléter, si je puis dire, le principe. Et quel est donc ce système dont vous parlez ? Le système, c'est simple. J'ai eu cette révélation un peu en travaillant sur le passé, puisque j'étais dans la fin du Crétacé, à l'extinction des dinosaures, quand une météorite géante est tombée a percuté notre planète. Il y a eu un brouillard, un nuage de poussière sur toute la planète, et la température a baissé de 25%. Donc ça a créé la disparition de bon nombre de créatures de cette époque. Et donc j'ai rapproché ça d'une action, d'une observation plus récente, puisqu'il s'agit de août de 1999, lors de l'éclipse du Soleil, la dernière du millénaire, où la température baisse d'un seul coup. On est en plein mois d'août, il fait bon, et puis d'un seul coup on baisse de 3 ou 4 degrés. Je me suis dit, il faut faire une éclipse permanente. Les éclipses du soleil, ça arrive très rarement parce qu'il faut une configuration très particulière qui serait un peu longue à expliquer. Mais j'ai essayé de regarder comment on pourrait faire une éclipse permanente et efficace, bien sûr. Et donc ce système que vous expliquez dans votre livre, une autre voie contre le réchauffement de notre planète, s'appelle la géo-ingénierie solaire. Oui. Alors pour mieux comprendre ce système, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment fonctionne la régulation du climat sur notre planète ? Alors, notre planète n'a pas de production d'énergie proprement dite. Elle est pratiquement inerte, contrairement bien sûr au Soleil qui émet des quantités considérables d'énergie. Elle s'alimente d'un côté par ce que lui envoie le Soleil, et d'un autre côté, elle renvoie, parce que sinon elle chaufferait, elle atteindrait des températures considérables, elle renvoie par rayonnement dans l'espace l'excédent de chaleur qu'elle n'a pas besoin. Bon, ça se passe bien tant qu'elle envoie suffisamment pour garder une température raisonnable, mais avec la production de CO2, de méthane et tous ces gaz qui sont très
qui favorisent l'effet de serre, qui mettent une chape en quelque sorte, ça met une chape sur la planète pour empêcher la chaleur de s'en aller. On a bien sûr un excédent. Alors moi je dis, il y a deux solutions de réguler la température. Soit on ouvre plus les vannes de l'extérieur, mais ça, il faut baisser le taux de CO2, c'est pas facile. Soit on réduit le chauffage, l'apport de chaleur. Mais comme disait quelqu'un quand je lui ai expliqué ça, il n'y a pas de thermostat sur le soleil. Donc on enverrait un satellite fait de poussière. Je vais vous dire pourquoi de poussière, dans la haute atmosphère. Alors pourquoi pas dans la haute atmosphère, hors de l'atmosphère, bien sûr, dans l'espace. Bien sûr. Il faut atteindre des orbites de type géostationnaire. Ces orbites ont la qualité de suivre la même vitesse angulaire que la Terre, c'est-à-dire qu'elle suit le mouvement de la Terre. On fait un tour en 24 heures, et bien le satellite placé en géostationnaire fait son tour en 24 heures. Le seul problème, c'est que le géostationnaire a tendance à se fixe sur suit un lieu géographique sur la planète. Là, je ne veux pas, je veux qu'il reste fixe par rapport au Soleil. Donc, pour cela, c'est un peu compliqué à le faire sans schéma, mais pour cela, il faut tourner dans le sens inverse de la Terre. Donc il est fixe par rapport il est fixe par rapport au Soleil, mais pas par rapport à la Terre. Alors la géo-ingénierie solaire, vous le disiez, ne porte pas sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Non. Ça, on est bien d'accord. Alors est-ce que ce système est complémentaire des mesures actuellement prises, ou est-ce qu'il pourrait, sur le long terme, se substituer à ces différentes mesures ? Il pourrait, c'est vrai. Si la question aujourd'hui, il y a encore beaucoup de questions à se poser, savoir la pérennité de ce système. Est-ce que ça sera, s'il faut envoyer, parce que je vais vous parler quand même de quantités assez impressionnantes, il faudra envoyer 500 tonnes de matière à 37 000 km. Et ça, 35 000 km. Ça a de quoi aussi en décourager plus d'un. Oui, voilà. Alors, comment on fait pour envoyer un satellite de 100 km de diamètre à 36 ou 37 000 km de la Terre ? Eh bien, on peut l'envoyer. On va pas faire une boule ni un film qui serait impossible à mettre en place. Mon idée, c'était d'utiliser des particules des nanoparticules, puisque on arrive à voir avec certains produits d'ailleurs courants, comme le noir de carbone, qui est le pigment qu'on utilise beaucoup dans l'encre d'imprimerie. Toutes ces impressions sont faites avec du noir de carbone. Ils sont produits des millions de tonnes par an dans toute la planète. Et on peut avoir des surfaces spécifiques, qu'on appelle surfaces spécifiques, c'est-à-dire des mètres carrés au gramme. Plus de 400 mètres carrés par gramme de poudre. Donc pour vulgariser, est-ce que ce serait plus difficile d'envoyer un tel satellite dans l'espace que d'envoyer une station spatiale internationale, ou est-ce que ce serait grosso modo la même chose, le même fonctionnement, le même principe ? Mis à part il devrait être plus haut, parce que la station internationale, elle fait un tour en 90 minutes. Elle fait un tour de la Terre en 90 minutes. Si on utilise ce type d'orbite, on ferait des occultations passagères, c'est-à-dire on aurait un flash de temps en temps, on aurait une obscurité passagère, alors que si on est dans une orbite plus haute, on va suivre le mouvement de la Terre, on va faire un tour en 24 heures, et en se débrouillant bien, on peut s'arranger que le satellite, le nuage, parce que c'est pas un satellite, le nuage se place entre le Soleil et la Terre en permanence. Et pour finir cette émission, je le disais d'ailleurs tout à l'heure, vous avez beaucoup voyagé, notamment parcouru les océans à la voile. Vous avez donc constaté les dégâts causés par l'homme sur l'environnement. Aujourd'hui, pour conclure, est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir ?
Si on fait rien, non, je serais très pessimiste. Si on fait rien, ce serait très, très grave, parce que c'est vrai que j'ai vu les fontes des neiges, des glaciers dans l'Arctique, puisque je suis allé au Groenland. J'ai navigué dans le Groenland. On voit la trace passer très fraîche des glaciers. Il n'y a pas que ça. Donc la géo-ingénierie solaire pourrait enrayer ce phénomène de... Ce que je veux dire, c'est que si on a encore le temps... Non, je suis désolé, Jean Parrain, c'est tout le temps qu'on avait. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que votre livre Climat, une autre voie contre le réchauffement de notre planète est disponible aux éditions Le Nombre 7. Un livre que vous allez d'ailleurs présenter lors d'une conférence au Café Associatif Le Trait d'Union à Bernay le 23 juin. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.